Et c'est parti. Bonjour à tous, premier podcast de 2021. Ah là là, que je déteste ça. Je déteste quand à chaque fois, pendant le premier mois, c'est de la nouvelle année, tout le monde dit c'est le premier truc de l'année. Oui, bah c'est ouais. Bon, c'est pareil tous les ans depuis tout le temps, hein. Donc faut arrêter de. Déjà, une minute même pas de podcast et je crache sur, sur les gens directement, je me plains. Non mais c'est vrai, ça devient n'importe quoi. Tu croises quelqu'un, il te dit on va boire un café. Ah, premier café Oh, c'est bon, hein, ta race. Voilà, donc des insultes, hein. Je pense que les insultes, ça résume bien ce qu'on ressent après cette année interminable qu'était 2020. Bien, alors le programme de ce podcast, déjà, c'est filmé. C'est pour vous, hein, c'est YouTube. Ceux qui aiment bien consommer les podcasts sur YouTube, c'est pour vous, c'est filmé. Donc sachez même que là, si vous avez commencé ce spectacle, j'allais dire, grand fou. Si vous avez commencé ce podcast en audio, bah, vous pouvez arrêter tout de suite et basculer sur YouTube si vraiment vous voulez voir ma tête. J'avoue que je sais pas trop pourquoi les gens veulent ça, hein. Enfin, les gens. Je dis pas ça avec dédain, hein. Euh, mais je sais pas pourquoi les gens aiment bien voir le gars qui parle. Peut-être qu'ils se disent sinon c'est pas la bonne personne, quoi. Peut-être qu'ils se disent sinon c'est un imitateur. Et je me suis fait avoir pendant pendant toute l'heure du podcast. En fait, c'était juste Nicolas Canteloup qui, qui imitait le gars du podcast. Et je me suis fait berner. Donc là, non, sachez que c'est bien moi. Sauf si vraiment je suis très fort le gars est très fort à doubler sur ma bouche. Mais non, regardez, voilà, c'est forcément moi. Donc voilà, je suis sur YouTube, je suis sur tous les autres trucs de streaming. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse. Si on m'entend pas, c'est vraiment que les gens me détestent. Je teste un nouveau micro aussi. Vous me direz, hein, si le son vous plaît. J'ai une petite fiche là. Et je voulais un peu vous parler. Déjà, je me suis dit pourquoi pas. Alors, pas faire un résumé de l'année, parce que c'est bon, on a compris. C'était de la merde. On était coincés chez nous, des gens sont morts, tout ça. Mais, puisque le podcast est quand même à propos de moi, essentiellement, un petit peu vous parler de qu'est-ce qui a changé du coup, pour moi cette année, en rapport un petit peu avec cette épidémie, cette pandémie même, et du coup professionnellement également. Et peut-être que vous allez un peu vous retrouver dans, dans ce qui a changé en fait dans le quotidien de moi déjà, parce que bon, c'est mon podcast, et des comiques. Peut-être que vous aussi, ça m'intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire après ce podcast si vous aussi euh, vous avez eu des changements radicaux dans vos vies, dans vos travails, etc. Alors, bonne année, ça c'est fait. Ensuite, ouais, alors déjà, professionnellement, alors moi, pour ceux qui savent, qui débarquent là par hasard, je suis stand-upper en premier lieu, donc c'est-à-dire humoriste, hein, sur scène. En deuxième lieu, j'ai envie de dire auteur pour d'autres humoristes et autres. J'ai écrit pour des séries et compagnie. Et en troisième lieu, podcasteur évidemment et vidéaste sur Instagram. Je suis très peu suivi pour l'instant, mais je fais des vidéos. N'hésitez pas à aller les voir si vous aimez un petit peu vous fendre la poire. Et ce qui a changé en fait, c'est surtout, vous le savez, c'est on peut plus aller jouer. On peut plus aller sur scène parce que couvre-feu, pas de bar, parce on joue beaucoup dans des bars. Et de toute façon, pas de théâtre non plus, tout ça. Donc ça, vous le savez déjà. Mais du coup, vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais? Parce que déjà, il y a un petit mystère autour de qu'est-ce que fait un comique pendant la journée. Alors là, qu'est-ce que fait un comique pendant la journée, sachant qu'il n'a pas besoin d'aller le soir sur scène? Les gens doivent se dire, mais ils se touchent les couilles, eux, depuis mars, quoi. Depuis mars 2020, ils se touchent les couilles. Et en réalité, bah oui, hein. Alors, pas tout le monde et pas au même degré. Mais là, je parle pour mes collègues qui font que ça. Euh, pour mes collègues qui font que du stand-up. Et je dis pas ça négativement, hein, c'est des choix, pas toujours, mais souvent c'est un choix de se consacrer uniquement à la scène. Et bien pour ces gens-là, autant vous dire que c'est la merde.
C'est la merde à plusieurs niveaux. Là, je vais prendre une petite lichette. Alors, c'est un chai tea éco-responsable, équitable. Pas du tout. Pas du tout. C'est un truc Nespresso. Pas du tout recyclable. Allez. Alors, pour mes collègues qui font que ça, c'est compliqué. Surtout ceux qui sont pas intermittents du spectacle. Alors, bon, j'ai déjà expliqué dans ce podcast, mais rapidement, intermittent du spectacle, c'est un statut que les artistes ont une fois qu'ils ont fait un certain nombre de cachets et c'est renouvelé tous les ans. C'est très très dur à avoir, surtout au début de carrière, parce qu'il faut 43 cachets par an, donc 43 contrats, enfin c'est vraiment compliqué. Euh, Moi je le suis parce que j'ai diversifié un petit peu mes activités au cours des années, donc ça va. Mais ceux qui font que du stand-up et à Paris, autant vous dire que là c'est compliqué. Parce que souvent, on est rémunéré en cash au chapeau pour la plupart d'entre nous. Ou alors rarement quand tu fais des spectacles pour des festivals à droite à gauche ou des apparitions télé, radio, machin. Là c'est payé en cachet, mais c'est quand même beaucoup en cash. Et autant vous dire que pour mes potes qui sont que payés comme ça, là c'est vraiment c'est un enfer quoi. Parce qu'en plus, tu sais, d'habitude dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, bah c'est pas grave, je vais prendre un petit boulot, je vais faire serveur. Impossible, puisque c'est fermé. Donc qu'est-ce que tu fais? Deliveroo, je sais pas, j'en connais pas, hein, mais qu'est-ce que tu peux faire? Allez, on réfléchit ensemble. Enfin ensemble. Moi je suis tout seul, mais je vous sens, vous êtes avec moi, vous êtes avec moi. Ok, donc t'es comique. Donc déjà, tes skills en tant que comique, c'est quoi? Bien raconter les blagues. C'est tout. Terminé. Donc quel autre job euh, implique ces skills-là? Aucune idée. Bah aucun, hein, déjà. Et de toute façon, de manière générale, en confinement, quels sont les jobs où il y a du taf? Où il faut recruter infirmière. Ouais, mais bon, tu l'es déjà, a priori. Tu vas pas devenir infirmière pendant le confinement, c'est compliqué. Ou c'est du ouais, ou à distance. Enfin, t'as compris quoi. Donc voilà, pour mes potes comiques qui savent seulement très bien raconter des blagues, pas de recyclage possible, hein, très compliqué. Ou alors si, comme moi je suis auteur pour des chroniques radio-télé, bah ça c'est ce qui me sauve, hein, honnêtement. C'est être auteur pour des gens qui, eux, sont dans les médias. Parce que ça c'est vrai, ça les médias ça s'est pas arrêté. Donc ça c'est un des trucs qui continue à faire travailler les artistes, c'est être dans les médias. Malheureusement ça concerne très peu d'artistes. C'est un petit peu ça le problème, hein, c'est que les artistes qui souffrent, c'est les artistes qui sont pas dans la boucle de tout ce qui est radio, télé, parce que ça continue, hein. Ça continue, et quand tu fais des passages télé, t'es payé. Donc il n'y a pas de problème pour ceux qui passent à la... Enfin, pas de problème. C'est moins grave, on va dire, pour les artistes qui sont dans les médias que pour les artistes qui sont que sur scène. Parce que en fait, ceux qui sont sur scène sont passés de une vie peut-être à peu près convenable à rien, alors que les autres, bah, ils continuent. Finalement, les émissions continuent, hein. D'ailleurs, en public, hein, les gens ont le droit d'aller voir les émissions. Bah, alors, il y a distanciation et tout. Mais voilà, bref, on peut continuer à passer à la télé, à la radio. Et c'est bien le seul truc qu'on peut encore faire. Donc, pour ceux-là qui ont réussi à être auteurs ou à devenir juste assez connus avant le confinement pour pouvoir passer à la téloche, hein, bise à mon pote Edgar Rive qui a de la chance, non, il a mérité, mais il a commencé à être produit juste avant le deuxième confinement, donc tant mieux pour lui, je suis très content pour lui, il passe à la télé régulièrement, donc il y en a pour qui ça va quoi. Mais pour ceux qui sont que sur scène, bah, en fait ils ont plus d'argent. Là ils n'ont plus d'argent, il y en a qui doivent quitter Paris. Là c'est un petit peu la galère. Donc c'est ça, un petit peu le résumé pour les comiques. J'espère que j'étais assez clair. Mais voilà, en gros les comiques de scène, bah là c'est niette. Donc c'est, je sais pas, tu retournes chez tes parents s'ils peuvent t'héberger, si t'as encore des parents, s'ils ont assez d'argent pour te nourrir. Et bah écoute, c'est ça en attendant la reprise quoi. Et en ce qui me concerne moi, parce que c'est quand même ce qui vous intéresse le plus, hein, bien sûr, évidemment, sinon vous seriez sur le podcast de... j'ai pas, j'ai pas envie de dire dedans, mais de quelqu'un d'autre.
Eh bien, en ce qui concerne la scène, comme tout le monde, hein, finito. Hein. Depuis mars, si, c'est revenu un petit peu en septembre parce que il y a eu des confinements. Oui, des confinements, mais c'était un petit peu compliqué. Euh, Moi, je joue notamment au Fridge tous les mercredis avec mon pote Romuald Mofra. Et on avait des horaires un peu décalés à cause du couvre-feu. C'était 17h, c'était le mardi au lieu du mercredi. C'était pas la folie. Merci aux Fridge de faire tout ce qu'ils peuvent, hein, évidemment. Hein. Je dis pas que c'est de leur faute, mais c'est juste des conditions pas ouf pour le spectacle. Donc il y a eu ce petit truc là. Mais sinon, à part cette période de déconfinement où on a pu rejouer vite fait, euh, du coup j'ai accepté des jobs d'écriture. Voilà. Euh, Deux notamment, je peux dire les noms d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Notamment le nouveau spectacle de Roland McDan. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est un humoriste extrêmement talentueux qui était vraiment une star de l'humour française dans les années 80-90. Et qu'il l'est encore, mais un peu moins médiatisé parce que maintenant il s'en fout, maintenant il fait juste ses spectacles, tu vois. Mais oui, c'était une des grandes stars de l'humour. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des best-of à la télé, à la radio, il est dedans, quoi. Donc Roland McDan, très très marrant. 71 ans et toujours aussi drôle. Hein. J'écris son nouveau spectacle avec Romuald aussi, Romuald Mofras. Euh, il a contacté Romuald, oui en fait voilà, parce que souvent on me demande comment ça se fait en fait les jobs d'écriture. Bah écoute, faut se faire repérer quoi. Donc là c'est Romuald qui a été contacté parce que Roland a vu une de ses vidéos. Et après Romuald m'a appelé pour qu'on bosse à deux sur le spectacle. Et ça se passe super bien. Depuis à peu près depuis environ cet été. Ouais c'est ça, depuis juillet. On bosse sur le nouveau spectacle de Roland McDan avec Romuald, ça nous prend un peu de temps. Là, on est très très bien lancé. Je vais prendre une petite gorgée de mon espresso pas équitable. Là, on est très très bien lancé. Je veux pas trop dévoiler comment ça va être présenté dans les médias parce que c'est pas encore sûr vu qu'il peut pas le jouer là, le spectacle évidemment. Là, on a quasiment terminé de l'écrire, mais là, il peut pas le jouer parce qu'il y a Covid. Mais il y aura des trucs. Je dis pas encore parce que tant qu'il n'y a rien de signé, on n'annonce pas. Mais il y aura quelque chose. Ça va être produit d'une certaine manière. Et je pense que ça va être chambé. Donc déjà, il y a ça. Donc comment ça se passe? On écrit à distance. En fait, il nous appelle. On fait une conversation à trois sur WhatsApp. Il n'y a pas trop de secret finalement. On fait comme tout le monde. Et on écrit pendant 2-3 heures des sketchs. Et ça se passe super bien, on s'entend vraiment très bien avec lui. Il est vraiment drôle. Encore une fois, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il me paye, hein, mais j'allais dire pour son âge, mais c'est un peu négatif de dire ça. Mais en tout cas, il est resté très efficace et très moderne dans sa manière de penser. Et c'est très agréable et toujours aussi vif sur les blagues. Par exemple, si on propose une blague et qu'il y a un truc qui va pas, il va le voir tout de suite et il va voir pourquoi. Et on va la modifier, ça sera mieux. Vraiment, il est encore très très bien aiguisé en termes d'humour et de perspicacité. Donc c'est vraiment un bonheur de travailler avec lui. C'est pas pour rien qu'il a une énorme carrière, vraiment. Euh, donc voilà, très content de cette nouvelle association. Donc voilà, ça m'occupe un peu. Euh, j'ai également travaillé avec David Voinson. Ça s'écrit Voinson sur Instagram, David Voinson. C'est une petite resta d'Instagram, il a buzzé un petit peu. Il a 150 000 abonnés, je crois, donc bravo à lui pour ça. Et il sait que je suis auteur pour quelques comiques et il m'a proposé d'écrire pour lui. Et plus précisément de muscler un spectacle déjà existant parce il a déjà un spectacle. Et lui et sa production estimaient qu'il y avait moyen de booster un peu tout ça. Et pendant 3 mois, là, on a fait ça, on arrive sur la fin. Donc le spectacle va bientôt être prêt aussi. À jouer où? Pareil, là, j'ai ma petite idée.
Mais bon, on va pas encore dire alors que c'est pas fait, mais ça sera joué. Son spectacle sera joué. Et il va être charmé, voilà, parce que je l'ai coécrit et que je suis excellent. Non, je déconne. Mais quand même un peu. Non, mais il était déjà très bien son spectacle à David. Et voilà, fallait juste retravailler 2-3 trucs. C'est difficile quand on est tout seul de voir, de pointer ce qui va pas et pourquoi ça va pas. Donc là, moi, j'étais surtout là pour ça, pour dire ça c'est pas assez bien, on va le modifier. Ou ça c'est nickel, ça sert à rien qu'on bosse dessus, c'est déjà cool. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça, on avait déjà commencé avant tout ce merdier, mais coécriture du spectacle de Joe Bramy aussi. Allez voir sur Insta Joe Bramy. Un comédien et comique très bon que j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre le français? Et sinon, en termes d'écriture, je crois que c'est. Enfin, toujours co-auteur de Walter également, euh, qui est à la radio, sur Sud Radio, tous les jeudis matins. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça s'est pas arrêté pendant le confinement. Et ça, c'est cool. Parce que ça met du beurre dans les épinards. Et puis ça. J'ai vraiment dit du beurre dans les J'ai vraiment dit du beurre dans les épinards premier degré. Donc le gars, ça y est, le gars a 50 ans quoi. Du beurre dans les épinards. Oh, ça met du beurre dans les épinards et puis surtout ça permet de continuer à écrire. Parce que vu qu'on peut pas écrire pour du stand-up, enfin tu peux mais tu peux pas tester quoi. On aime bien aller, quand on écrit un truc, on aime bien aller le jouer sur scène. Et là, bah, clairement on peut pas. Donc moi j'ai pas trop écrit pour moi j'avoue parce que j'aime bien tester direct. Et là avoir une chronique à écrire ça m'a maintenu dans le game de l'écriture quoi. Je me disais allez tu vois toutes les semaines faut écrire donc faut être bon, faut être dans l'actu. Ah ouais faut suivre l'actu aussi parce que si j'avais pas cette chronique à écrire toutes les semaines mais je saurais rien. Là je serais peut-être pas au courant que faut mettre des masques. Là si je devais pas écrire une chronique radio toutes les semaines je pense que là je sortirais à 22h et je dirais bah c'est vraiment mort Paris en janvier hein. Vraiment les gens Paris est une fête bravo un Blanche Gardin elle a raison un Paris c'est pas une fête du tout donc voilà ça me maintient en forme en termes d'écriture de présence donc ça c'est cool what else qu'est-ce qu'il a fait celui-ci bah voilà en écriture c'est à peu près tout et sinon bah, je me suis mis un petit peu aux vidéos je faisais pas trop de vidéos avant j'en faisais un petit peu mais rarement une fois toutes les 2 semaines maximum là pendant le premier confinement je me suis chauffé de ouf j'en ai fait quasiment une par jour allez tous les 2 jours en moyenne et c'est cool parce que en fait j'ai l'impression que ce confinement pour beaucoup de gens qui se sont mis à créer du contenu c'était un stage accéléré. Tu vois, c'est un petit peu. Bon, ceux qui ont la ref, tant mieux, les autres, désolé. C'est un petit peu comme dans Dragon Ball Z quand ils vont dans la salle du temps. Tu sais, ils vont dans une salle où en fait, à l'extérieur, c'est 10 minutes qui passent, mais dedans, c'est 2 ans. Donc en fait, c'est trop bien parce que t'as le temps de t'entraîner. T'as le temps de t'entraîner quoi. Et bah, le premier confinement, c'était un peu la salle du temps pour, pour les créateurs de vidéos et compagnie. Parce que vu qu'on devait rien faire d'autre, et ben on a pris tout le temps qu'on avait pour créer quoi. Donc moi ça m'a permis de voir ce que je savais faire, ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire, de faire des erreurs, de faire 2-3 réussites aussi. Il y a des vidéos qui ont très très bien marché par exemple, il y a des vidéos qui n'ont pas du tout marché. Mais en tout cas ça m'a un petit peu ouvert à tout ce dont j'étais capable en termes de vidéos. J'ai appris à utiliser un fond vert, je me suis amélioré en montage. Donc voilà, c'était un petit peu un stage quoi. Un stage un stage de création pour nous finalement. Alors attention, là je suis pas en train de dire le Covid c'est bien. Hein. Là je suis en train juste de débriefer qu'est-ce que j'ai pu faire. Hein, pas de. Ouais, c'est pas. Je suis pas en train de dire que tant pis les gens sont morts, moi c'est cool. Au contraire, hein, moi j'aurais évidemment préféré que rien de tout ça se passe et que la vie continue normalement. Mais voilà, qu'est-ce que j'en ai tiré? Voilà, c'est un petit peu ça. Quoi d'autre? J'ai fait des rencontres aussi via l'internet, notamment une rencontre avec Héloïse Monchablon. Ça s'écrit comme ça se prononce.
Vous pouvez aller la checker sur Insta, sur YouTube. C'est une YouTubeuse à la base. Enfin, à la base. En tout cas, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Et ça, c'est fou. Et c'est là où j'insiste. Ceux qui me demandent à chaque fois comment on fait pour se faire connaître, pour avoir des projets, machin. Et ben, il faut faire des trucs. Parce que là, clairement, c'est un concours de circonstances incroyable. Je bois une petite gorgée. J'ai fait une vidéo pendant le 2e confinement qui s'appelle TikTok, je crois. Je suis même pas sûr. Enfin, c'est une vidéo sur TikTok. Donc, j'ai fait une vidéo sur TikTok qui a plutôt bien marché. Donc, je la poste sur Insta. Et un pote à moi qui s'appelle Mathieu Schalk, qui est un imitateur de talent aussi. N'hésitez pas à aller voir. Je fais de la pub pour tout le monde. C'est le podcast de la promo. Mathieu Schalk, qui est un ami, a partagé cette vidéo sur Insta en story. Et il se trouve qu'en ami, il a Héloïse, mon chablon. Et Héloïse, mon chablon, a vu la vidéo, du coup, et l'a partagée. Et moi, du coup, je l'ai vu qu'elle a partagé. Et je suis allé voir et je me suis dit, ah ouais, cool. Déjà, quelqu'un qui partage, c'est sympa. Et en plus, c'est une personne très présente sur les réseaux. Elle a 50 000 abonnés sur Insta et tout. Donc, je sais que ces gens-là, ils partagent pas n'importe quoi parce qu'il faut respecter un peu ses followers. Faut pas surcharger les stories et tout. Donc, je me suis dit, ah, c'est sympa de sa part d'avoir choisi ma vidéo à partager. Je vais lui dire merci. Donc, je vais lui dire merci sur Insta. Et on discute. Et finalement, on s'entend super bien. Au point que elle m'invite à rejoindre un live quelques jours après sur Insta. Où elle parlait en gros c'était de féminisme, mais c'était plus précisément, moi j'étais intervenu pour parler du ressenti des hommes à l'ère du MeToo, tu vois, un petit peu est-ce qu'on a un nouveau rapport aux femmes, etc. Donc je suis intervenu comme ça sur son live sur Insta, et la discussion a super bien pris. On a bien rigolé, on a bien fait avancer, je pense, le débat. Bon, après, qui vaut ce qu'il vaut, puisque c'est juste nos avis, hein, mais en tout cas, ça a bien plu aux spectateurs de ce live. On a eu beaucoup d'excellents retours. Donc on s'est dit, bah attends, ça match quand on discute et tout. Faisons un podcast. Et du coup, on le fait. Voilà, là, il n'y a pas encore d'épisode, on tourne bientôt, ça va sortir le 31 janvier. Donc on va faire un podcast à deux. Et ça va être hyper cool. Parce que là, j'aime bien parler tout seul, hein. Mais là, ce qui est cool, c'est que bah déjà, c'est une fille, c'est une blogueuse. Moi, je suis un mec, je suis un comique. On a vraiment des univers assez différents, des points de vue qui se rejoignent, mais qui sont pas forcément tout le temps similaires. Donc c'est intéressant, quoi. Donc c'est cool, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs sur YouTube et sur Insta. On a créé les comptes en vue de la sortie du premier épisode. Ça s'appelle Une meuf, un mec. Une meuf, virgule, un mec. Même sans la virgule, vous pouvez trouver. Donc Une meuf, un mec, c'est sur Insta, c'est sur YouTube. Premier épisode le 31 janvier. Et c'est juste Héloïse et moi qui discutons d'un thème. Je vous dis pas le thème du premier épisode, évidemment, ça va venir. Quel teaser celui-là. Comment je tease de ouf. Donc voilà, ça sera juste un podcast où a priori au début on sera deux. On va peut-être inviter des gens plus tard, mais au début on sera deux et on va parler de thèmes divers, de société, tout ça, quoi. Donc ça va être sympa. Donc ça m'est arrivé. C'est cool aussi. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre ? Bon, on va arrêter avec le professionnel. Personnellement, qu'est-ce qui a changé chez moi ? Alors déjà, pour ceux qui sont le plus perspicaces, j'ai quand même perdu 12 kilos. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, 12 kilos. C'est un enfant. C'est un petit enfant. Ou un très gros bébé. Mais ouais, j'ai perdu une partie de ma personne. Une partie de ma personne s'est évaporée, en quelque sorte. Une partie de ma personne a disparu. Putain, j'ai disparu. Waouh. En gros, il y a 15% de moi qui a disparu, quoi. C'est ouf. Donc j'ai perdu 12 kilos. Pourquoi ? Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que j'en ai besoin ? Bon, pour être transparent, je m'en fous de donner mon poids, c'est pas du tout un problème. En février 2020,
je pesais la modique somme de 88 kilos. Je mesure 1m78, 79. Euh, c'est trop. Euh, c'est trop parce que quand tu fais le calcul de l'IMC, ça dépasse quoi. C'est considéré comme un léger surpoids. Donc déjà, c'est pas cool pour la santé. Pourquoi j'en suis arrivé là? Enfin, arrivé là, c'est pas non plus, j'étais pas obèse non plus. Mais pourquoi j'en suis arrivé là? C'est tout simplement que je suis arrivé à Paris et j'ai beaucoup moins fait de sport qu'avant. Avant, j'habitais à Toulouse. J'étais vraiment à 30 secondes de ma salle de sport et j'y allais tout le temps. Euh, J'allais vraiment. Il y a un moment, j'y allais 4 fois par semaine. J'étais limite, j'avais même des bras un peu trop gros. J'étais limite, j'en faisais trop. Les bras étaient disproportionnés. Et après, je me suis inscrit quand même à Paris, à la salle de sport, mais je sais pas, j'y suis moins allé. Et puis je sais pas, j'ai moins bien mangé, je faisais moins souvent les courses parce que Paris, voilà, c'est un peu hostile, c'est grand, t'as pas envie. Euh, je sais pas, le fait de changer de ville, ça m'a pas réussi en termes de motivation de tout ce qui est bon pour la santé quoi. Et aussi, avant, des fois ça m'arrivait d'aller courir ou d'aller faire un foot ou d'aller jouer au tennis. Là, que dalle. Là vraiment, je suis à Paris, le sport est tombé à zéro quoi. Ou alors juste la salle de sport, mais tu sais, une fois par semaine, ça change rien quoi. Et puis voilà, je me faisais pas chier. En fait, je l'ai dit pour ceux qui me suivent sur Insta, je l'ai déjà dit dans des stories et tout, mais j'ai jamais mangé beaucoup de légumes. Moi, j'ai une alimentation à base de riz, c'est très mal, mais en fait, c'est hyper facile et après, t'as plus faim. Donc, moi, en tant que robot, hein, je suis un petit peu un robot de la vie. Le riz, c'était très pratique. Je me faisais toujours du riz avec un steak ou avec des knackis. Mais vu que je faisais du sport et tout, ça allait. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas comme ça. Et c'est un petit peu ça qui a changé pour moi en 2020, c'est que j'ai un petit peu appris à comprendre ce qu'il y avait dans les aliments. Par exemple, dans les pâtes et dans le riz, il y a des sucres lents. Et les sucres lents, en fait, si tu fais pas de sport, c'est pas ouf. Parce que ça reste en fait. Et si tu manges des pâtes le soir et qu'après tu dors, en fait c'est de la merde parce que tu grossis pendant la nuit en fait. C'est du sucre, tu crées du gras pendant la nuit. Donc j'ai appris ça un peu, vu que j'avais du temps, j'ai appris à m'alimenter. Donc c'est ça qui a changé. Encore une fois, je dis pas que le coronavirus c'est bien, hein, mais moi ça m'a appris à manger. Donc à partir de mars 2020, j'ai arrêté certains aliments dont j'avais pas besoin et qui me rendaient même un peu malade. Par exemple, je me suis rendu compte parce que je me suis confiné chez mes parents, voilà. Je me suis confiné chez mes parents qui sont des grands sportifs et qui eux mangent parfaitement. Et je me suis mis à manger comme eux. J'ai mangé les mêmes repas qu'eux, c'est-à-dire des légumes déjà, donc incroyable. Très peu, vraiment, ou même pas de féculents, sauf s'il y a sport derrière. Et très peu de pain. Tu vois, peu de pain et encore moins le soir, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait tellement bien. Je dormais mieux. Tu vas manger des féculents et du pain, en fait, ça me faisait mal dormir. Je digérais pendant la nuit, je le sentais. Mais je savais pas que c'était ça. Moi, je pensais juste que. Ah tiens, j'ai mal au ventre, c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, pas du tout. C'est une histoire de digestion, quoi. Si tu manges des légumes le soir, la nuit, tu dors bien parce que ton ventre, il a rien à faire, quoi. Il a juste à. Il y a des fibres, tu vois, des vitamines, c'est fantastique, quoi. Alors que le soir, si tu bouffes des pâtes avec du fromage et du pain à côté, c'est un enfer après. Enfin, en tout cas pour moi, je dis pas que là c'est des vérités pour tout le monde en final. Mais moi en fait, je me suis rendu compte que j'ai maltraité mon corps pendant 10 ans quoi. Depuis que je suis parti de chez mes parents quoi. Pendant 12 ans, j'ai maltraité mon corps, j'ai mal mangé. Et maintenant, depuis le premier confinement, ça va mieux quand même. Ça va mieux. Ma mère m'a acheté des outils aussi qui permettent que ça va mieux. Elle m'a acheté un mixeur cuiseur qui me permet de faire
des jus de légumes. Enfin, ça, j'ai 2 machines en vrai. J'ai un mixeur cuiseur pour faire des soupes et un extracteur de jus pour faire des jus de légumes. Ouais, j'ai changé. Là, ceux qui me voient dire ça et qui m'ont pas parlé depuis quelques mois, ils vont se dire mais qui est cette personne? Parce que vraiment, c'est une nouvelle personne quoi. Donc voilà, je me suis outillé, j'ai appris à manger. Je mange un peu moins aussi parce que je mangeais beaucoup. Le sport, je me suis désinscrit de la salle de sport parce que en fait, ils me prélevaient alors qu'on était confinés, donc c'est vraiment des connards. Un fitness park, si tu m'entends, nique ta mère. Euh, je me suis acheté, là vous le voyez pas, mais je me suis acheté un rameur d'appartement. Enfin, je dis oui, enfin d'appartement, un rameur de ce que tu veux, mais c'est juste que celui-là il est pliable. Donc là, je peux faire du rameur quand je veux et j'ai un tapis également pour faire des exercices au sol. Donc ça, c'est vraiment pratique quand t'as pas besoin finalement de te bouger le cul pour faire du sport. Sachant que juste ceux qui veulent se maintenir en forme, enfin vraiment, ça suffit. Hein. Si vraiment vous voulez juste vous maintenir en forme, un tapis même le rameur, juste avec les exercices au sol et un bon programme de cardio, vous serez en forme, hein, les amis. Il n'y a pas besoin d'abonnement. Si vraiment vous voulez des performances, là, allez-y à la salle de sport. Mais si vous voulez vous maintenir en forme, pas grossir et être un peu plus ferme, un peu plus solide, chez vous, il y a des programmes qui sont très bien. Moi notamment, j'ai fait un truc, un défi pompe, où il fallait faire 1000 pompes en 15 jours. Voilà, tu as les résultats directs, et puis tu es juste chez toi et c'est gratuit. Il y a aussi le côté gratuité, gratuité, t'achètes le tapis quoi. Et après ça va tout seul. Donc ça, la bouffe, le sport à la maison, et ouais, du coup j'ai perdu 12 kilos, là je suis à 60, entre 76 et 77, ça varie un peu encore. Mais maintenant je fais un poids tout à fait convenable, je suis plus en surpoids du tout. Donc je suis content. Je suis pas en train de dire que je suis pas en train d'encourager tout le monde à maigrir s'ils ont pas envie. Enfin, si vous avez pas envie, vous avez pas envie. Hein. Y a pas de. Je suis pas en train de prôner la dictate du sport et de la minceur, mais juste moi, je me sens mieux en tout cas. Même pour les déplacements, c'est con. Hein. Même quand je vais marcher, monter des escaliers, machin, j'avais l'habitude d'être fatigué et maintenant en fait je le suis plus. Et ça me rappelle que en fait, c'est pas parce que j'ai vieilli hein, que j'étais fatigué, c'est juste que j'étais moins en forme en fait. Moi, j'ai toujours été plus ou moins en forme quand même. De ma naissance à 27 ans, 28 ans, j'étais en forme. Plus ou moins, hein, avec des variances, mais j'ai jamais été en surpoids ou pas en forme. Et là, pendant 2 ans, j'avais perdu la forme. Et en fait, c'est ça qui faisait que j'étais pas bien physiquement dès que je faisais un effort et tout quoi. Désolé, c'est pas hyper drôle, hein, mais en même temps, je vous raconte ma vie. Hein, là. C'est les confidences. Hein. C'est stand-up confidentiel. Allez, comme ça, hein, c'est un petit peu respecté le thème. Donc voilà, alors qu'est-ce qui a changé en 2020 je suis devenu auteur pour un peu plus de projets. Ah, il y a aussi. Bon, c'est pas encore sorti, mais j'ai écrit des trucs pour M6 également, qui vont normalement bientôt sortir. Donc auteur, vidéaste, amateur. Non, pas amateur, vidéaste professionnel, mais pas. Bon, vidéaste. Podcast. Enfin, non, non, j'ose même pas dire youtubeur, mais je fais plus de vidéos tout seul en tout cas. Voilà. Je suis plus en forme physiquement. Je mange des légumes. Putain, d'ailleurs, j'ai découvert là. J'ai découvert. En fait, quand t'es un noob comme moi, quand t'es un nulos des légumes et tout, que t'en as jamais mangé, tu vois un potiron. En fait, tu vois un potiron et tu te dis comment ce truc-là, par quel moyen magique, ce truc-là, ça va finir dans mon assiette de manière à ce que je puisse le manger. Je sais pas s'il y a d'autres nulos comme moi qui se disent ça, mais moi quand je vois certains légumes à Intermarché et à Monoprix et à Franprix, je me dis mais comment je connais même pas je sais, des fois ça se trouve j'en ai eu au resto ou chez mes parents ou dans mon assiette, à la base ça ressemblait à ça et je aucune idée du procédé de transformation quoi. Et maintenant je commence un petit peu à maîtriser 2-3 doses. Par exemple tu vois un potiron, d'où
Ça, d'où ça, tu vas le manger quoi. C'est dur comme de la pierre. C'est de la pierre. Un potiron, c'est de la pierre orange. Hein. C'est à peu près ça. C'est la définition. D'ailleurs, dans le dictionnaire, un potiron, c'est grosse pierre orange avec des vagues dessus. C'était la définition, j'ai vérifié. C'est faux. Et le gars dit c'est faux quoi. Tu vois ça, c'est dur comme de la pierre et tout. Tu te dis mais comment? Déjà, quel couteau va couper ça? Moi, mes couteaux, ils font 8 cm. Comment je vais couper ça? Comment je vais cuire ça? Enfin, tu vois, c'est vraiment un mystère. Hein. Et maintenant, je fais partie des gens qui savent. Je fais partie des gens qui savent ça. J'ai un couteau, j'ai un grand couteau. J'ai un grand couteau en céramique pour couper le potiron en petits morceaux. Ensuite, j'enlève la peau. Il y en a qui laissent la peau. Moi, pour l'instant, j'enlève la peau. Tu coupes en petits cubes et puis là, après, c'est toi qui vois. Tu fais cuire, tu fais bouillir, ou tu mets dans un cuiseur, au micro-ondes. Même tu peux, si t'as rien, tu fous ça au micro-ondes 10 minutes, c'est réglé. Et même si t'as un mixeur, tu peux faire une soupe quoi. Et ça, je découvre en fait. Pour moi, c'est un nouveau monde. C'est un monde où je comprends comment on passe du légume à comment il est dans la nature à dans l'assiette. Avant, j'avais vraiment aucune idée. Si, ceux qui sont faciles, tu vois une tomate, et tu la ramènes chez toi, tu la coupes en deux, tu la manges, il n'y a rien qui a changé quoi. Ça va, je suis pas non plus débile. Mais, tu vois, un fenouil. J'ai mangé un fenouil, les gars. J'ai mangé un fenouil. Vous vous rendez compte, un truc, une boule avec des tiges comme ça. J'ai mangé ça. Alors que vraiment, il y a 2 mois, je savais pas. Pour moi, c'était. Ça ressemblait à rien, quoi. Ça ressemblait à rien qu'on puisse ingérer. Et maintenant, je sais. Du coup, j'ai regardé un tuto sur YouTube comment couper un fenouil. Tu coupes les branches, les machins. Et ensuite, tu fous ça dans l'extracteur de jus et tu bois le jus de fenouil. C'est pas excellent. Mais par rapport à ce que ça te fait comme bien au corps, c'est rentable. Voilà, c'est ça. En fait, il faut faire des calculs. Il faut se dire, il faut que le rapport plaisir bien fait pour la santé soit équilibré. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, manger des hamburgers McDo tous les jours, agréable. Et encore, parce que je pense que t'es malade après. Mais au début, en tout cas, très satisfaisant. Mais très mauvais pour tes artères et ça fait grossir tout ça quoi. Donc baf, c'est pas respecté. Pouf, non, pas bon, nul. Alors que par exemple, une soupe de potiron, c'est vraiment bon. Je pense que très peu de gens détestent la soupe de potiron et c'est excellent pour toi. Donc tu vois, le rapport est un peu respecté. Alors après, vous allez me dire oui, mais voilà, c'est pas satisfaisant. On a envie des fois de manger des trucs genre des patates et du steak. Oui, j'en mange aussi. Je suis pas encore vegan. J'essaye de pas trop. La viande rouge, j'en mange pas tellement. J'essaye de. Oui, c'est ça aussi que j'ai essayé de faire. J'ai remplacé un peu la viande rouge par d'autres doses. Déjà plus de poulet, plus de poisson. Du tofu, je mange. Non, mais je vous jure que là, les gens qui vont entendre ce podcast, ils vont se demander, se demander s'ils se sont pas trompés. Je mange du tofu, des pavés de soja. Voilà quoi, des équivalences protéiniques, on va dire, des trucs avec des protéines dedans quand même, mais autre que de la viande rouge parce que déjà, j'ai croisé dans ma vie un nutritionniste qui m'a dit que c'était pas la peine d'en manger trop, que si j'en mangeais une fois par semaine ou toutes les 2 semaines même, c'était largement suffisant en termes de vitamine B12 pour les connaisseurs. Donc j'ai remplacé un petit peu. J'ai remplacé un petit peu tout ça, quoi. Bon, stand-up confidentiel, là on est plus sur du confidentiel que sur du stand-up. Hein. Mais en même temps, ça fait quasiment 1 an qu'on peut pas faire stand-up. Donc je m'adapte, hein, les gars, je m'adapte. Donc voilà. Est-ce que c'est à peu près tout ce qui a changé dans ma vie? J'ai acheté ce nouveau micro doré que j'adore. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que le son va être cool. Donc voilà, donc écriture, sport à la maison, diététique un peu meilleur qu'avant, voire vraiment bien meilleur. Voilà quoi. J'ai passé du temps chez mes parents, donc ça c'est cool. J'ai appris que c'était des personnes très sympathiques. J'ai découvert que j'avais des parents sympas pendant ce confinement. Non, c'est bien parce que en vrai j'ai un peu passé de temps avec mes parents.
C'était finalement une bonne opportunité de me rendre compte que. Enfin, de me rendre compte, je savais très bien que ça se passait bien avec eux, mais je passais jamais plus de quelques jours chez eux. Et là, j'ai passé des mois entiers chez eux. Bah, au bout d'un moment, j'ai envie de voir des gens de mon âge, quoi, c'est normal, mais en tout cas, la cohabitation était vraiment correcte. Bon, on a la chance d'avoir une maison à 2 étages là où ils sont, dans l'est de la France. Donc forcément, moi j'ai un étage pour moi tout seul, c'est facile, c'est plus facile parce que tu peux t'isoler quand tu veux. J'ai une salle de bain en haut, donc bon, c'est pas, ça va. On se marche pas les uns sur les autres. C'est peut-être ça qui est dur aussi quand t'es avec tes parents. Quand t'habites avec tes parents, c'est quand t'as pas d'espace. Là, j'ai de l'espace là-bas, donc c'est facile. J'ai aussi appris que finalement avoir une maison, c'est pas si mal. Putain, la vache, à mon avis, il y a eu un exode. Il y a eu un exode, bah, c'est quoi l'inverse d'exode rural? Exode champêtre? Je sais pas. En tout cas, que les gens de la ville, vous me corrigerez hein, évidemment, que les gens de la ville sont repartis un petit peu à la campagne. Là, je connais même des gens ouais, qui sont partis, qui ont quitté leur petit appartement parce qu'on se dit finalement, hein, quand on est obligé de rester chez soi, autant être chez soi dans plus grand. Et je me suis rendu compte de ça, putain la vache. Moi, mon appartement est très correct à Paris. J'ai plus de 30 mètres carrés, je pense. Donc ça va, hein, je m'en sors très très bien. Mais pour une longue durée, j'avoue que c'était pas mal d'avoir un jardin, tout ça quoi. Donc là, je peux vous dire que là, je suis en train d'économiser pour m'acheter une petite maison en banlieue parisienne. Ah la vieillesse du gars. Ah là là. Non mais ça resserre les priorités. Je pense que pour tout le monde, et vous me direz d'ailleurs en commentaire, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça m'intéresse vraiment, hein, c'est pas pour faire. Enfin, c'est aussi pour créer du flux et que ce podcast soit de plus en plus vu, bien sûr. Mais moi, je vais vraiment lire vos commentaires parce que là, moi, je sais ce qui m'arrive à moi. Mais vous, est-ce que ça a remis en question des trucs professionnellement? Est-ce que ça a changé votre manière de travailler? Bah déjà, j'imagine le télétravail et tout ça. Est-ce que ça a remis en cause votre manière de vivre, de faire du sport, de manger, euh, votre manière de penser en termes de géographie, de est-ce que finalement Paris c'est si bien que ça, ou enfin je dis Paris mais ça marche aussi avec les autres villes parce que c'est très cher aussi les loyers en centre-ville dans les grosses villes, à Toulouse, à Nantes, à Lyon, à Marseille. Est-ce que vous allez bouger? Est-ce que vous allez rester? Est-ce que vous allez prendre plus grand? Ou alors est-ce que finalement ça vous va très bien d'être dans un truc pas trop grand, enfermé? Voilà, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Euh, what else? What else? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ouais, en fait, on pourrait. Là, c'est vraiment. Je fais un débrief de 2020, donc ça pourrait durer des heures. Mais moi aussi, j'ai eu une nouvelle vision de la politique. Alors attention, ça va être une gorgée de café. Je me suis rendu compte qu'on était vraiment, en fait, à la merci du gouvernement. Moi, j'ai jamais. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais moi, j'ai jamais eu de problème avec la justice ou. Enfin, tu vois, j'ai jamais été confronté au fait que on fait pas vraiment ce qu'on veut, quoi. Tu vois, j'ai jamais vraiment rendu compte de ça, c'est à part comme quelqu'un de normal, quoi, à part payer des amendes et tout. Je me dis ah putain les bâtards, les radars, tout ça. Tu vois, c'est les seuls trucs auxquels j'étais confronté à la loi, quoi. Enfin, à la loi et à la gouvernance. Et avec ce confinement et cette histoire de virus, mais là, tout le monde se rend compte, je crois, hein, dites-moi, mais on se rend compte qu'en fait, on est vraiment des pions, quoi. On est rien. C'est-à-dire que par rapport aux gens qui décident, enfin, ils peuvent dire ce qu'ils veulent complètement, et après la police va vérifier qu'on le fait, et on va le faire, quoi. C'est fou. Je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est comme ça que ça marche. Il y a des gens qui votent les lois, il y a un gouvernement, il y a tout un processus qui fait que les gens pour qui on a voté après sont représentés et ils votent les lois. D'accord, ok. Mais là, en période de crise, à mon avis, ce que dit Macron, oui, il a peut-être un ou deux conseillers autour, mais ce qu'il décide lui, globalement, c'est appliquer le lendemain et il dit ce qu'il veut. Donc ça m'a vraiment fait flipper, quoi. Là, je me suis dit, ah ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de faire partie de ce truc-là où on me dit exactement ce que je dois faire, quoi. Et quand et jusqu'à quelle heure et rien que d'en parler, j'en ai des frissons. C'est un enfer. On est vraiment, on n'est pas si libre que ça. Vous voyez ce que je veux dire? On croit qu'on est libre,
D'ailleurs, c'est pas une citation de Orwell, ça. Bon, je vais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que George Orwell avait fait une citation. C'est un auteur, un écrivain, avait dit un truc comme ça, qui ressemble à. Je vais mal le dire et tout, mais voilà, vous irez chercher. Mais c'est genre. Le meilleur moyen de nous priver de notre liberté, c'est de nous faire croire qu'on est libre, quoi, en fait. Et en fait, c'est exactement ça. On nous fait croire qu'on est libre. En vrai, ouais, on est libre, sauf si des gars ont décidé que non, quoi. Et, euh, et attention, je suis pas en train de dire que je suis pas un complotiste et en train de dire que le virus n'existe pas et qu'il faut pas mettre des masques et tout, hein. C'est pas ça que je dis. Mais, euh, mais ouais, l'histoire du jour au lendemain, on peut plus sortir de chez nous. Je trouve ça vraiment, vraiment très flippant. Et j'ai aussi un regret, c'est que on soit obligé d'en arriver là. C'est-à-dire on dit à des gens, et moi compris, hein, on dit au monde entier, ne sortez pas de chez vous parce que vous pouvez mourir, ou tuer des gens que vous connaissez, ou à qui vous parlez, et on sort quand même. C'est-à-dire en fait, on nous traite un peu comme des enfants parce qu'on agit comme des enfants. Mais est-ce que c'est pas un cercle vicieux? Est-ce que c'est pas parce qu'on nous traite comme des enfants qu'on agit comme des enfants? Je sais pas. Parce que moi, j'aurais été. C'est peut-être impossible, je sais pas, mais moi, j'aurais été tenté de. Enfin, si j'étais moi président, tu vois, j'aurais dit, bah les gars, là, si vous sortez, vous allez sûrement être contaminé et sûrement tuer vos proches ou vous-même ou avoir des séquelles et tout ça. Mais vous avez le droit, si vous voulez, vous sortez. Et voir ce qui se passe. Un essai, voir ce qui se passe. Tu vois, obliger peut-être les entreprises à faire le télétravail et compagnie, hein. Quand même, tu vois, enfin, mettre certains trucs en place, comme mettre du gel hydroalcoolique partout, les masques et compagnie, mais dire, par contre, vous êtes libre. Et il n'y aura pas d'amende, c'est-à-dire, si tu mets pas ton masque, t'as pas d'amende. Si on te voit dehors la nuit, tout t'as pas d'amende, mais c'est risqué. J'aurais bien aimé voir ce qui se passe. J'aurais vraiment bien aimé voir ce qui se passe. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des pays où ils font rien, hein. Je crois à Dubaï, à Monaco, ils font rien. Alors peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de cas et tout, mais peut-être aussi que c'est parce que les gens font juste attention, quoi. Je sais pas. Mais moi, je trouve ça bizarre quand même qu'on soit à la merci, entre guillemets, de, de 2-3 personnes qui peuvent dire bon, bah, à partir de demain, bah, t'es chez toi à 18h, dehors tu mets un masque, et puis t'as plus le droit de prendre le métro, t'as plus le droit d'aller travailler, t'as plus le droit de courir dehors. Je trouve ça m'a éveillé sur, euh, sur le niveau extrême d'autorité auquel on est assouvi, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il a tout dit, celui-ci? J'ai ma petite fiche, hein. Alors, bonne année, ça c'est fait. Les projets des artistes, ça c'est fait. Évolution de. Ah oui, dernier truc, c'est vrai que je voulais en parler aussi. Du coup, il y a eu une évolution pendant cette période de confinement, une évolution de la consommation culturelle, puisque forcément, plus de scènes, donc beaucoup moins de spectacles. Il reste la télé, comme on a dit tout à l'heure, il reste les émissions de télé et tout, mais bon, c'est pas. Est-ce que c'est vraiment de la culture? Pas sûr. Donc il y a une évolution de la consommation de la culture, notamment par le streaming, je vous apprends rien. Netflix et tout ça, ça a cartonné. Et encore une fois, je dis pas que tout ça est bien, hein, mais en tout cas, ça aura fait évoluer. Euh, Ça aurait fait évoluer les plateformes. Notamment, il y a plus de, il y a plus de contenu qui est produit et qui est produit par les plateformes de streaming elles-mêmes. Netflix, Amazon Prime, Disney+. Ouais, je suis abonné à tout, hein. Là, je suis abonné j'ai pris un pack avec tout OCS aussi. Il y a plus de création de contenu. Euh, Ce qui fait que, en fait, au début, alors je sais pas si ça concerne que moi en tout cas, hein, tout ça, mais j'en ai déjà parlé à des gens, je pense que c'est un peu vrai. Au début, Netflix il produisait des trucs, mais bof. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, 3 ans, il produisait des films mais à chier, des séries mais bof, tu vois. Alors que maintenant, les trucs produits par Netflix, mais c'est chambé. Moi, il y a un truc sur deux que je regarde, c'est produit par Netflix et c'est super. Sur Amazon, pareil. Euh, donc, euh, donc je trouve ça cool dans un sens où en tout cas via
via cette nouvelle manière de consommer, on a du contenu de qualité aussi, quoi. Voilà, c'est pas du sous-contenu, je trouve. Maintenant il y a des vrais films et des vraies séries qui sont pas prévus pour la télé à la base, qui sont vraiment prévus pour directement les plateformes de streaming et qui sont vraiment de grande qualité, quoi. Donc je trouve ça assez réjouissant parce que moi je vais très peu, déjà, enfin avant le confinement, vraiment je suis allé au cinéma 5 fois en 10 ans, hein. Euh, je suis un petit peu, je sais pas comment on dit, ouais, je sors pas trop de chez moi, quoi. Enfin, je sors pas trop de chez moi. Je sors pour aller voir des gens, mais tout ce qui est cinéma, ouais, je préfère consommer chez moi sur ma télé où il n'y a pas de gens autour qui parlent, qui mangent du popcorn, qui boivent des trucs. Tu vois, mais même quand j'étais jeune, les soirées, je préférais enfin, même maintenant, j'aime bien les soirées chez des gens où il y a que des gens que j'aime bien. Je suis un petit peu un ours, que j'aime bien être dans le petit confort du domicile, que ça soit pour être avec des amis ou pour regarder ou pour consommer des trucs à la télé, les films, tout ça. Donc pour moi, c'est assez réjouissant, cette histoire de streaming. C'est assez cool, je trouve. Et en plus, c'est par rapport à imaginons, parce que le cinéma, je sais pas si vous vous souvenez, mais le cinéma, c'est devenu une fortune. Alors, je sais pas si c'est partout pareil dans toute la France, pour pas dire en province, parce que c'est interdit maintenant de dire province. Donc, je sais pas si c'est pareil en région, dans toute la France ou pas, mais à Paris, le cinéma, mais mon pote, si c'est un film en 3D, c'est 15 balles, hein. Si c'est un film pas en 3D, 10, 11, enfin, c'est une fortune. Donc, imagine, tu vas avoir 2 films par mois, 20 balles. Eh bien écoute, c'est le prix d'un abonnement à Canal+. Et à Canal+, t'as des séries, des films, des machins. Je fais pas de la pub pour spécialement Canal+, hein. Netflix c'est 10 euros, OCS encore moins, Amazon c'est encore moins je crois aussi. Enfin si t'as un abonnement Amazon Prime, bah, c'est inclus. Enfin tout ça pour dire que pour un prix, moi par exemple j'ai tout. J'ai un pack avec Canal, OCS, Netflix, Disney+, et compagnie, que je paye 35 euros. Et j'ai en plus Amazon Prime, mais ça je l'utilise pour les livraisons. Donc bon, est-ce que vraiment on le compte, je sais pas. On va dire pour moins de 40 euros, j'ai une infinité de contenus de grande qualité, sans bouger de chez moi. Et ça c'est quand même assez cool, je trouve. Ça aura fait évoluer ça. Et je pense que ça a évolué et que ça ne changera plus en moins bien, quoi. Ça va rester comme ça, même si, Inch'Allah, le virus a disparu, on a tous des vaccins de qualité et tout ça, et que le spectacle vivant reprend, parce que j'adore le spectacle vivant, évidemment, et j'en fais, donc c'est quand même important. Mais je trouve que cette histoire de streaming, ça aurait évolué, et ça va rester, et ça, je trouve ça assez cool. Je trouve ça assez réjouissant d'avoir comme ça, pour un prix tout à fait raisonnable, pour moins de 50 euros par mois, t'as vraiment tout. En plus, t'as des films très récents aussi qui tombent, donc même les films qui étaient au ciné 2 mois après, pardon, 2-3 mois après, tu les as sur Canal ou sur OCS et compagnie. Et t'as aussi des contenus, par exemple, j'aime beaucoup Star Wars, et sur Disney+, t'as tous les Star Wars, puisqu'ils ont racheté, la franchise. Donc t'as tous les anciens Star Wars. Et moi, là récemment, je m'étais dit, tiens, j'ai envie de regarder l'épisode 4, qui est un vieil épisode. Et bah au lieu de le télécharger illégalement, bah paf, Disney+. Et comme ça, ça fait tourner l'économie un peu quand même. Tu vois, je suis un peu... voilà, je suis un peu chauvin avec le monde du spectacle. Parce que bon, en termes de droit... tu vois, quand tu télécharges un film illégalement, bah, personne touche rien dessus, quoi. Alors que quand tu streams, bah écoute, voilà, il y a des sous qui tombent pour quelqu'un, quoi. Donc ça c'est cool, ça c'est chouette. Ok, est-ce que j'ai parlé de tout? Gna, 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 gna. Bah écoute, c'est parti. Je pense que je vais balancer ça rapidement là. Écoutez, n'hésitez pas pour les prochains à me dire, à me donner des idées de thèmes. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce qui a changé pour vous en 2020. Ça m'intéresse vraiment. Mais peut-être que je partagerai certains témoignages dans la prochaine en début de podcast. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous abonner à Une meuf, un mec. C'est tout neuf, hein, c'est pour ça que j'ai hésité pour le titre, mais c'est ça, Une meuf, un mec.
On est sur Insta, on est sur YouTube. Les vidéos entières, ça sera que sur YouTube, hein, c'est une chaîne YouTube avant tout. Mais sur Insta, c'est important de s'inscrire parce qu'on va vous poser des questions. On va vous poser des questions et vous allez faire partie intégrante de ce podcast en fait. Avec Héloïse Monchablon, on s'est dit qu'on voulait un truc un peu interactif. Donc on va vous poser des questions, recueillir des témoignages et ensuite on va inclure ça dans le podcast. Donc inscrivez-vous sur Insta pour interagir avec nous. Il y a aussi les coulisses. On met les coulisses sur Insta en fait. En fait, sur YouTube, on veut juste mettre les vidéos du podcast en entier. Et sur Insta, on va mettre des photos, surtout des photos, des coulisses, voilà, des bêtisiers, tout ça quoi. Et on va vous poser des questions. Donc c'est vraiment important de s'inscrire aux deux si ça vous intéresse. Hein. Si vous détestez les podcasts à deux, eh bien écoutez. Contentez-vous d'écouter celui-ci où je suis tout seul. Non mais inscrivez-vous, ça va être cool. Ça va être vraiment très différent de celui-là où vraiment là je raconte ma vie de stand-upper. Là on va vraiment parler de choses et d'autres, de sujets comme non je dis pas. Allez, je dis pas, on avait dit qu'on disait pas. Donc je dis pas. Inscrivez-vous sur Insta, on vous dira tout en temps voulu. Donc voilà, pareil, là, où que vous m'écoutiez, n'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook, sur Insta, sur YouTube à ma chaîne et à mes comptes. Je suis même sur Twitter. Je poste pas trop, mais bon, on sait jamais. Hein. Donc inscrivez-vous ou partout où vous voulez pour suivre tout ça. Mais écoutez, je suis bien content. Il était bien long. Hein. Pour ceux qui m'écoutent en voiture, je sais que c'est cool quand vous aimez bien quand c'est long. Donc là, vous en avez pour votre argent. Puisque vous avez payé ce podcast un total de 0€. Merci d'avoir écouté jusque-là, c'est incroyable. Si vous êtes jusque-là, c'est quand même que vous m'aimez bien. Donc déjà, merci. Et je vais essayer de faire ce podcast le plus souvent possible. A priori, là, la scène, ça reprend pas tout de suite, donc j'aurai le temps. Donc à bientôt. Encore merci d'avoir écouté. Et que la force soit avec vous. Puisqu'on est dans le thème.